Bonjour les filles, on débute le chapitre 6 sur les transformations nucléaires. Donc, c'est la vidéo numéro 5 sur la stabilité et la radioactivité. Donc, principalement, la différence entre les transformations chimiques qu'on a vues dans le chapitre 3 et les transformations nucléaires, c'est que les transformations nucléaires ont lieu dans le noyau des atomes, tandis que les transformations chimiques ont lieu entre les électrons qui vont se déplacer d'un atome à un autre pour faire des liaisons, comme on a vu dans les chapitres précédents. Donc, transformation nucléaire, ça se passe dans le noyau. Dans le noyau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des protons qui sont positifs et il y a des neutrons qui sont neutres. Vous vous souvenez quand Rutherford a fait la découverte du noyau, il y avait un problème qui disait que les protons tous ensemble dans un si petit espace allaient avoir tendance à se repousser. C'est ce qu'on appelle la force électrique. C'est une force de répulsion. La force nucléaire dans un noyau, en fait, c'est la force qui maintient tout ça ensemble, qui retient les protons et les neutrons tous ensemble. Donc, il faut que la force nucléaire réussisse à être suffisamment grande pour retenir toutes ces petites particules-là ensemble sans que le noyau ait tendance à vouloir exploser, si on veut. Donc, il y a des noyaux qui sont stables et il y a des noyaux qui sont instables. Donc, quand un noyau est stable, ça veut dire que la force nucléaire, elle réussit à maintenir tout ça ensemble. Donc, ça veut dire que la force de répulsion entre les protons, elle n'est pas trop grande et la force nucléaire maintient ça. Tandis qu'un atome qui est instable, en fait, c'est un noyau qui va contenir beaucoup de protons et la force nucléaire ne réussira pas à maintenir cette cohésion-là. Donc, un atome qui est instable est aussi nommé radioactif. Qu'est-ce qui fait qu'un atome va être stable ou instable? En fait, c'est la taille de l'atome. Plus il y a de protons à l'intérieur, plus il va avoir tendance à devenir instable parce que la force nucléaire, ça va être difficile de maintenir le noyau ensemble. Donc, tous les atomes qui sont plus gros, qui ont un numéro atomique plus de 83 protons, vont être caractérisés comme étant instables. Et le nombre de neutrons aussi va être important. Donc, normalement, un atome qui est stable va avoir un proton pour un neutron. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse différence entre la quantité de protons et la quantité de neutrons pour qu'un atome soit stable. Les éléments qui sont radioactifs, donc qui sont instables, on va dire qu'ils ont tendance en fait à se désintégrer. Se désintégrer, ça veut dire qu'ils vont avoir tendance à se défaire ou à modifier leur noyau. Ils vont vouloir se transformer en un noyau plus stable parce que la nature aime la stabilité. Donc, l'exemple qui est ici, vous avez l'atome de carbone 14, le noyau, qui contient 6 protons, 8 neutrons. Lui, il est instable. Quand il va se désintégrer, il va avoir tendance à former un noyau d'azote. Donc, on a changé le numéro atomique, on est passé de 6 à 7. Et l'azote, lui, il est stable. En faisant une désintégration, on va voir ça dans le prochain vidéo, ça va émettre beaucoup de radiation et d'énergie. Possibilité de type de radiation alpha, bêta, gamma. Le temps de demi-vie, en fait, c'est quand un élément a tendance à se désintégrer, bien, il y a des éléments qui se désintègrent plus rapidement que d'autres. Donc, ça peut aller des secondes aux heures, aux milliers d'années. Donc, le temps de demi-vie, c'est le temps que ça prend pour que la moitié d'un échantillon radioactif se désintègre. Par exemple, pour le carbone 14, son temps de demi-vie, c'est 5730 ans. Donc, ça veut dire qu'un atome de carbone va perdre la moitié de ses noyaux à chaque fois qu'il y a 5730 ans qui vont passer. Donc, exemple avec des valeurs chiffrées, le temps de demi-vie du carbone 14, 5730 ans. Si on a un échantillon de 100 grammes, ça veut dire que 5730 ans plus tard, la moitié de ces 100 grammes-là va s'être désintégrée. Donc, il va en rester juste 50. C'est la définition du temps de demi-vie. C'est le temps que ça prend pour qu'il reste la moitié de ce qu'on avait au départ. Après un autre 5730 ans, la moitié des 50 grammes qui restaient vont être transformés aussi. Donc, il va en rester plus que 25 et ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez dans le graphique, c'est la quantité de carbone 14 qui reste en fonction du temps qui avance tranquillement. Donc, plus le temps avance, moins on en a. Exemple avec des calculs. Donc, le sodium 24, qui est un isotope du sodium, possède un temps de demi-vie de 15 heures. Quelle sera la masse d'un échantillon de 200 grammes? Qu'est-ce qui va rester après 60 heures? Donc, la formule qui est à gauche ici, c'est le nombre de demi-vie que vous allez pouvoir calculer selon le temps versus le temps d'une demi-vie. Donc, quand je divise mon 60, qui est le nombre d'heures, par le temps d'une demi-vie, ça veut dire qu'en 60 heures, il passe 4 demi-vies. Donc, 4 demi-vies me permet ici de venir calculer la masse finale de mon échantillon. J'avais une masse initiale de 200 grammes. Je divise par 2 à la n, n étant mon nombre de demi-vies. Pourquoi 2? Parce que la définition du demi-vie, c'est le temps que ça prend pour que la moitié de. Donc, 200 grammes divisé par 2 à la 4. Donc, 200 grammes divisé par 16, ça veut dire qu'il va me rester 12,5 grammes après 60 heures. Donc, j'ai déjà terminé. Donc, on se revoit au prochain cours et on pourra terminer le chapitre 6 avec la vidéo numéro 6. Merci!